On sait qu'on n'est pas venu pour rien. Ah, il y a Mathieu. Jusqu'au bout. Et surtout au bout. Surtout à la fin. On voudrait bien que ça nous appartienne. Pourquoi militez-vous pour cette cause-là, madame? Je milite parce que, pour le droit à mourir dans la dignité, parce que j'estime effectivement que mon corps m'appartient. Moi, je n'ai pas demandé à naître. On m'a fait naître, mais je voudrais partir quand j'ai envie de partir. Quand j'en aurai plus qu'envie et plus que marre de cette vie, entre autres. Nous ne sommes pas du tout contents. Donc on voit au final qu'une fois de plus, on a fait un test qui ne satisfait personne, qui ne répond pas du tout au mal mourir et qui fait qu'on est toujours dans un texte sur les devoirs des médecins et toujours pas un texte qui donne à chacune et chacun d'entre nous le droit de pouvoir dire stop, le droit de partir. On ne choisit pas notre naissance, on a le droit de choisir la fin de notre vie. Et puis, qui ne comprennent pas que dans une république laïque, parce qu'on a quand même parfois un peu l'impression que les religions ont une grosse influence sur ce type de loi, eh bien on a le droit de... Il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir dans la souffrance et qu'on a le droit de partir le jour où on l'a souhaité. Merci Jean-Luc Romero et merci à tous les militantes et militants de la DMD. Vous faites ce rassemblement chaque année et tout au long de l'année, vos actions sont là pour nous rappeler cette nécessité, cette urgence absolue. Alors oui, en tant que coordinatrice du parti de gauche et conseillère de Paris, je voudrais vous dire nos convictions les plus profondes. Finalement, notre fin de vie, le fait que nous allons mourir, c'est la seule certitude que nous avons dans notre vie. Alors, le droit de pouvoir décider de comment nous allons terminer notre vie doit être considéré comme notre ultime liberté. Notre ultime liberté, elle doit être inscrite dans la Constitution. Elle doit être inscrite dans la Constitution car la Constitution, c'est justement ce document où toutes les libertés fondamentales, les droits humains que le peuple s'accorde à lui-même sont écrits. Donc nous devons exiger, et c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, en convoquant l'Assemblée constituante, eh bien que dans la Constitution soit inscrit ce droit de mourir dans la dignité. De la même manière que le droit à l'avortement, ou le droit de changer son genre à l'état civil libre et gratuit, ces droits humains fondamentaux doivent être inscrits dans la Constitution. Mais il faut également changer la loi. Et vous le rappeliez, oui, cette loi est une néonétie, mais comme les précédentes, eh bien, c'est un scandale et c'est une hypocrisie et une inhumanité. Nous devons changer la loi et permettre que dans la loi, le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire, disons-le clairement, le droit à l'euthanasie et le droit au suicide assisté soient enfin instaurés. Qu'il y ait à la fois des moyens donnés à l'information et également des moyens dans les hôpitaux concernant les soins palliatifs. Et il faut que cesse cette hypocrisie où finalement il y a eu un très mauvais compromis parce que les politiques, trop de politiques ont cédé à la pression de tous les réactionnaires et de tous les obscurantistes. Nous devons être attachés à une vision universaliste, laïque et émancipatrice de la République. Voilà pourquoi il faut absolument l'inscrire dans la Constitution et changer la loi. Pour le droit à mourir dans la dignité, on continue, on lâche rien. Merci Daniel, d'ailleurs de la fidélité à ce combat et pour ces paroles fortes. Alors on va passer aussi à un représentant d'un autre parti qui soutient cette cause depuis longtemps et qui est candidat à la primaire d'Europe Écologie, Europe Écologie Les Verts. Ils sont encore deux, donc il sera peut-être candidat à la présidentielle dans quelques jours. C'est bien sûr Yannick Jadot et qui est accompagné d'Annie Lameur qui est conseillère régionale Europe Écologie Les Verts. Et donc je lui laisse la parole. Ce sera peut-être un des candidats à la présidentielle dans quelques jours. Merci Jean-Luc, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, quand on est écologiste parce qu'on aime la nature, parce qu'on aime la vie. Et que le combat de l'écologie, ça a toujours été de nous réconcilier avec ce qui est fort en nous. Ce qui est fort en nous, c'est d'aimer la vie, c'est d'aimer la nature, c'est d'aimer notre avenir. Nous voulons, quand on combat le dérèglement climatique, quand on combat les maladies chroniques, quand on combat la pollution, quand on combat pour la biodiversité, on combat en permanence pour nous réconcilier avec notre avenir. Parce qu'on se dit que si on est réconcilié avec notre avenir,
c'est la base quand on lutte aussi contre toutes les discriminations, c'est la base de la réconciliation entre nous. Et quand on est réconcilié entre nous, on est potentiellement réconcilié avec nous-mêmes. Alors, deux principes forts de l'écologie pour nous réconcilier avec nous-mêmes, c'est l'autonomie, c'est la responsabilité individuelle et c'est la responsabilité collective. Et que quand on arrive à appliquer ces principes, quand on se bat en permanence pour tout ce que j'ai dit, on arrive à retrouver, dans un monde qui est particulièrement perturbé, on arrive à retrouver la maîtrise de sa vie. Et le droit à mourir dans la dignité, ça n'est jamais la réconciliation avec la mort, c'est au contraire la réconciliation avec la vie. C'est se dire qu'à un moment donné, quand on n'a plus que cette part de liberté, quand on n'a plus que ce droit-là, eh bien il faut être capable effectivement de choisir la façon dont on finit sa vie. Et c'est un combat, c'est le combat de la vie contre toutes les lâchetés. La lâcheté vis-à-vis des entourages, la lâcheté vis-à-vis du corps médical, la lâcheté vis-à-vis de celles et de ceux qui ont cette étape incroyablement difficile de la fin de la vie à passer. Et donc le combat de l'écologie, c'est effectivement le combat pour cette liberté en plus, c'est le combat pour choisir, pour avoir la maîtrise de ce dernier moment de la vie. Donc nous sommes avec vous, nous sommes ici, et évidemment ce sera une des propositions extrêmement fortes de toute candidature écologiste à l'élection présidentielle. Comme d'habitude, un combat contre la lâcheté, un combat pour la vie. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci Yannick. Donc on a entendu. Donc si tu es désigné, on compte sur toi le 18 mars. Et on compte évidemment pour porter ce thème pendant la campagne, parce que c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, hormis quelques rares thèmes, il y a un mal fou à parler d'un thème, et je le rappelle, c'est quand même une des rares questions qui concerne 100% des Français, et donc on compte sur toi, si tu es désigné, pour porter cette question et pour être là le 18 mars à nos côtés. Je vais donner la parole à notre amie Véronique Massonneau, parce qu'elle doit prendre un train, et en plus pour une bonne action, puisqu'elle va rejoindre les militants de Lille, et elle sera ce soir pour la manifestation du 2 novembre de Lille. Donc je la remercie. Alors Véronique Massonneau, on ne la présente plus, elle est de tous les combats de la DMD. C'est une députée de la Vienne, mais aussi elle a un lien très particulier avec la Belgique. Et une expérience aussi très particulière à la Belgique, mais ça je vais te laisser le dire. Moi je voulais la remercier parce que pendant les débats parlementaires, il y en a certains qui étaient même des adhérents de la DMD, qui nous ont lâchés en cours de route. Hein, au fur et à mesure, ils n'étaient plus là, au fur et à mesure des votes, et Véronique a toujours été là jusqu'au bout pour soutenir à la fois son amendement, celui de Jean-Louis Touraine, et voilà, Étalois bien sûr, Étalois, et voilà, et elle a été à nos côtés, et moi je vais lui dire que des fois on est tous, parfois on se dit mais c'est fini. Non, non, c'est pas fini, c'est dans le sens de l'histoire, et vous verrez, ça va arriver beaucoup plus vite que possible. Que prévu, pardon. J'espère, Véronique. j'espère. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me glisser devant tout le monde. Mais je me rapproche de la Belgique. Je vais à Lille. Donc j'espère que là-bas, il y aura peut-être un courant différent de celui de certaines régions. Mais comme chaque année, j'essaye de venir vous retrouver le 2 novembre, nous sommes des compagnons de combat pour une noble cause et belle cause. Malheureusement, on revient tous les 2 novembre, et tous les 2 novembre, on se dit peut-être que l'année prochaine, une loi existera et qu'enfin, nous aurons l'ouverture à l'aide active à mourir, à l'euthanasie, le suicide médicalement assisté. Vous savez, à l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat, surtout au Parlement, nous avons discuté, rediscuté, consulté, rediscuté pour aboutir à une loi voilà, qui ne répond absolument pas à ce que nous voulions. Il y a eu comme un mensonge, un grand mensonge, un gros mensonge, en tout cas une facilité intellectuelle. On pensait qu'en en proposant la sédation jusqu'à la mort, eh bien nous avions réglé tous les problèmes. On voit bien aujourd'hui que c'est absolument faux, qu'il fallait ouvrir le débat justement sur l'euthanasie et le suicide assisté, et que la question n'a même pas pu être posée lors des débats. Les deux protagonistes, c'est-à-dire Alain Claes et Jean Leonetti, n'ont même pas voulu que la question soit posée.
C'est-à-dire qu'il n'y avait que les directives anticipées qui deviennent contraignantes, pas opposables, contraignantes, et la fameuse sédation jusqu'à la mort qui ont été introduites dans ce texte de loi. C'est absolument insuffisant, je le dis partout où je passe. Je viens d'un pays, tu l'as dit Jean-Luc, la Belgique. J'ai vécu 23 ans là-bas. Ma famille a pu bénéficier du texte de loi qui existe en Belgique, qui existe depuis 2002. Vous voyez, comme on a encore du travail à faire ici en France. Et je ne conçois pas que nous, Françaises, Français, parce que je suis française aujourd'hui, ne puissions pas bénéficier de la même loi. Alors, c'est vrai, la rose n'a pas été la rose n'a pas été, la couleur de l'année, on va dire, du mandat. La tulipe, c'est bien. Je vais essayer de trouver une fleur belge, parce que, voilà, j'aimerais aussi qu'on trouve une... il n'y en a pas de particulière, je ne pense pas, en tout cas. Ouais, la tulipe, allez, on va dire la tulipe. C'est ma fleur préférée, en plus, Noël. Donc, tu vois... ouais. J'espère en tout cas que dans les années à venir, si je suis toujours députée, sachez que ça continuera à être mon combat. C'était le combat de cette mandature. Si je suis élue l'année prochaine, ce sera le combat de cette deuxième mandature. Je ne lâcherai pas. Vous êtes tous là pour nous soutenir. Je vous remercie, et Jean-Luc aussi, parce que c'est grâce à vous, évidemment, que nous avons des forces vives qui nous aident à des moments parfois un peu délicats et parfois où nous baissons les bras. François de Rugy, qui est derrière moi, est un candidat à la primaire de la gauche. Et lui vous parlera tout à l'heure. C'est un fervent défenseur aussi d'une loi qui permettrait à chacun de choisir le moment et la manière de terminer sa vie. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et que le combat continue. Merci Véronique, et tu salueras nos amis du Nord qui se réunissent ce soir. J'espère qu'il fera un peu meilleur chez vous. Mais en tout cas, merci d'être toujours là. Alors, on va repasser un peu à des responsables politiques. Et une fois de plus, on a de nouveau un parlementaire qui, comme François, comme Véronique, qui est intervenu tout à l'heure, s'est beaucoup engagé sur la question. On a fait aussi un des points très importants de son mandat. Et je voulais encore aussi le saluer. C'est Olivier Falorni, un député de La Rochelle, que vous connaissez bien, qui est souvent fidèle à nos rendez-vous. Et c'est vrai, on a raté un rendez-vous, mais on n'a pas perdu la guerre, bien au contraire. Et c'est inéluctable. Alors comment toi tu vas faire des mois qui viennent, et puis je l'espère de ta réélection, que cette cause devienne enfin une vraie loi, et une vraie loi de liberté? Merci Jean-Luc, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que la campagne que vous lancez, que nous lançons aujourd'hui, elle est l'expression d'une colère. Oui, nous accusons parce que nous sommes en colère, et je dois vous le dire, je suis en colère comme je l'ai été au moment du débat parlementaire que nous avons vécu à l'Assemblée nationale. En colère pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est effectivement respecter les positions des uns et des autres. Ce qui est moins respectable, c'est quand la consigne prend le dessus sur la conscience. Et lors du débat parlementaire à l'Assemblée nationale, il y avait une majorité politique potentielle pour voter ce texte. Sauf que les consignes ont pris le dessus sur les consciences d'un certain nombre de collègues. Et c'est ça que je leur reproche. Pas d'être contre. On peut avoir des convictions religieuses, philosophiques, qui s'opposent à l'idée que nous défendons. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'à l'issue d'un vote, on vienne me dire, j'étais d'accord avec toi, mais tu sais, les consignes. L'amendement, il est passé à quelques dizaines de voix près, il a été retoqué à quelques dizaines de voix près. Si quelques consciences avaient su surpasser les consignes de leur parti, eh bien cette loi, nous l'aurions. Et à la place, nous avons une loi de renoncement, une loi de reniement. Et ça me fait mal de vous le dire, parce que j'étais rentré dans ce mandat avec la conviction que l'engagement 21 serait tenu. Je considérais que, s'il y avait qu'une chose dont je pourrais ressortir fier de ce quinquennat, il y aurait au moins cette grande loi de société sur le droit de mourir dans l'indignité. Eh bien, nous allons sortir de ces 5 ans sans cette grande loi. Et d'ailleurs, au moment des bilans, c'est une forme d'aveu. Le président de la République sortant ne cite jamais cette loi comme faisant partie de son bilan. C'est un aveu,
C'est une forme de reconnaissance de son propre renoncement. Et François évoquait la question du consensus, c'est tout à fait vrai. Si on attend le consensus pour faire de grandes lois de société, on n'y arrive pas. Et l'exemple de la loi sur l'avortement en a été un bel exemple. Un exemple de ce qu'est le courage de quelques personnalités politiques qui se décident à affronter les violences verbales. Simone Veil a quand même été traitée de génocidaire dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, elle qui était revenue d'Auschwitz. Mais le pire, c'est que oui, peut-être que dans l'hémicycle, le consensus n'était pas tout à fait là, même si je le réaffirme, il y avait une majorité potentielle cette fois-ci, et ça sera peut-être pas le cas la prochaine fois, je souhaite que non, mais en tout cas, il y avait une opportunité. Mais le consensus sur cette loi, il existe dans le peuple, et c'est pour ça que moi je partage l'idée que maintenant, évidemment, il faut que tous les militants de la DMD aillent voir leurs candidats aux présidentielles, aux législatives, pour mettre la pression, pour leur dire que les bulletins de vote, ils vont pas forcément vers la gauche parce qu'on est de gauche ou vers la droite parce qu'on est de droite, mais aussi en fonction de la position qu'on prendra sur la question du droit de mourir dans la dignité. Et le consensus, il existe aujourd'hui dans la population, parce qu'effectivement, sur la peine de mort, même sur l'avortement, dans la population, je pense qu'il y avait des vrais clivages. Aujourd'hui, et les sondages le montrent, il y a une adhésion très très large, et même au-delà des questions de religion, sur cette question de l'euthanasie, du suicide assisté. Donc aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que le peuple pour faire avancer ce sujet. Malheureusement, un certain nombre de collègues parlementaires ont renoncé. Ont renoncé parce qu'à un moment, effectivement, on a confié la responsabilité d'un texte à celui qui n'en voulait pas, en confiant le nouveau projet de loi Jean Leonetti. J'allais dire, le verre était dans le fruit, sans mauvais jeu de mots. Le verre VER, et celui-là, il a fait beaucoup de mal. Autant les Verts se sont battus avec d'autres, avec des socialistes, avec des radicaux de gauche, avec aussi des députés de droite. Et bien malheureusement, cet engagement, il a été abandonné. Donc nous n'abandonnons pas. Et si je voulais évoquer ce soir ma colère, je vais finir par un mot d'espoir. Parce que Victor Hugo disait que rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Eh bien, je considère que le temps est venu d'accorder cette ultime liberté, ça a été dit. Le temps est venu d'affirmer bien fort, tous ensemble, que la vie nous est donnée et que la mort ne peut pas continuer à nous être volée. Donc, la colère, oui, mais l'espoir, oui, grâce à vous, et on y arrivera. Merci à tous. Merci Olivier par cette dernière note. Pour conclure, eh bien, un député, un ancien ministre que vous connaissez tous, Benoît Hamon, et un candidat, ils sont deux d'ailleurs dans la même primaire ici, sur la même estrade, Benoît Hamon. Donc Benoît, à toi la parole. Que feras-tu si tu es président de la République? Je te remercie Jean-Luc. Merci à Jean-Luc. Je voudrais d'abord vous remercier. Et puis en venant ici, j'ai un petit peu revu et relu une partie des débats parlementaires et je dirais un mot sur la façon dont on arrive à transformer un engagement de campagne en finalement une loi et un texte qui ne satisfait personne. Parce qu'en réalité, le consensus et le compromis auquel sont arrivés Alain Claes et Leonetti, finalement, on n'a fait que des mécontents. Et je vais en dire un mot, mais je voulais repartir d'une très jolie phrase. Alors, la première partie, vous avez le droit de la discuter. Elle relève de votre libre arbitre et de votre conscience, mais je vais aller jusqu'au bout. C'était un des plus beaux esprits des Lumières. C'est Voltaire qui disait, pour la première partie, « Dieu a donné le vivre ». Donc là, vous êtes libre de dire que vous n'êtes pas d'accord, mais il nous revient de donner le bien vivre. Le bien vivre, il revient donc à l'humanité, aux hommes, de le donner et de le construire. Ça ne concerne pas simplement le droit à mourir, il y a quelque chose d'ailleurs d'un peu contre-intuitif,
à évoquer la mort au moment où on parle de bien vivre, mais ça concerne évidemment tout ce qui relève aujourd'hui de la vie de nos compatriotes, le travail, la souffrance au travail, la santé, les transports, la mobilité, l'environnement, l'air qu'on respire, ce que l'on mange, l'alimentation. Dans tous ces domaines-là, on mesure aujourd'hui qu'il y a une grande évolution en cours, une transition qu'il s'agit de maîtriser pour ne plus se retrouver en situation de ne penser qu'à la manière de soigner, de guérir, de réparer, mais sur la façon dont nous voulons travailler, peut-être un peu naïvement, à améliorer le bien vivre en évitant et en anticipant, en prévenant toutes ces maladies chroniques qui vont demain se traduire par des centaines de personnes, des milliers de personnes qui souffrent et qui meurent. Alors, pour revenir au bien vivre, ce que je crois, c'est que ce à quoi nous sommes arrivés, c'est cette logique qui veuille que sur des questions qui sont des questions centrales de société, éthiques, il faille forcément en passer par la logique du compromis et du consensus. Et d'un côté, on pourra se réjouir que dans le compromis Claes-Leonetti, il y ait une sécurisation de la communauté médicale sur les directives anticipées, notamment sur le consentement du patient, qu'il y ait une forme d'entrée de la France dans une culture du soin palliatif, c'est plutôt positif. Mais de l'autre côté, reconnaître que dans le choix qui a été fait d'un droit à la sédation continue pour finalement décider de laisser dormir et donc mourir quelqu'un uniquement lorsque le pronostic vital à court terme est engagé, il y a là un choix politique qui est bien en retrait des engagements qui avaient pu être pris, notamment pendant la campagne des élections présidentielles. Et qui amène d'ailleurs un sociologue qui accompagne vos combats, le sociologue Philippe Bataille, à dire qu'on a voulu cacher, ou en tout cas maquiller l'intentionnalité du décès derrière le masque du sommeil, en clair le droit à dormir. Finalement, dans les faits, il masque l'intentionnalité du décès, la volonté libre d'un individu de dire si je suis atteint d'une maladie incurable, avant même de souffrir, avant même la déchéance, je veux pouvoir mourir et je revendique donc le droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. C'est cela qui a été refusé dans le compromis et la loi Claes-Leonetti, c'est sur cela qu'il faudra s'engager demain. Et pour, je citais Voltaire, mais cette question-là, elle est au centre on va dire des réflexions et des pensées de brillants et de grands philosophes bien avant nous, parce que quand on relit, quand on revisite toute l'œuvre qui a été celle d'Épicure, il ne dit rien d'autre que le fait aujourd'hui de ne pas souffrir, de ne pas souffrir dans son corps, de ne pas être tourmenté par des troubles mentaux, que c'est là en soi le bonheur auquel chacun aspire tout au long de sa vie, depuis la naissance jusqu'au moment où il meurt. C'est la raison pour laquelle moi j'étais très heureux de répondre à l'invitation de Jean-Luc Romero. Ce sont des questions, quand on est parlementaire, compliquées, parce qu'elles renvoient à une conscience effectivement personnelle, à des débats qui sont des débats publics, politiques, où parfois la tentation de faire un pas vaut mieux que, ou en tout cas est choisie plutôt que d'aller au bout. Moi je comprends que dans la décision de François Hollande, il y a surtout un choix politique, une méthode dont on ne pouvait pas imaginer qu'elle débouche sur autre chose que le compromis auquel on est parvenu. Et de ce point de vue-là, il y avait la remise en cause d'un engagement pris devant le peuple. En tout cas, sans rentrer dans les engagements, parce que je ne crois pas que ce soit l'heure de prendre des engagements, là, on n'est pas encore en campagne électorale, mais ce qui est clair, c'est qu'il me semble aujourd'hui que s'il est sur un point sur lequel on doit changer la loi, c'est sur le fait de rejoindre en tout cas ce qui est la proposition historique de la DMD, c'est-à-dire qu'on n'en soit plus dans le fait de donner un droit à dormir et dans cette sédation continue vers la mort par le fait de ne plus manger, ne plus boire, mais dans le choix et la décision de rompre avec cette décision uniquement quand le pronostic à court terme vital est engagé, mais dans la décision de donner le droit à chacun de mourir dignement quand il l'a souhaité, quand il est atteint d'une maladie incurable. C'est le droit à l'euthanasie et au suicide assisté. C'est en tout cas pour ce droit-là que moi je m'engage directement et personnellement. Merci Benoît, on t'a entendu, et si tu es désigné, je te rappelle que le 18 mars, on attend tous les candidats à l'élection présidentielle au Cirque d'Hiver, et d'ailleurs sur cette place quelques minutes avant. Et je me permets justement de redire un point sur cette sédation terminale, ce droit à dormir. D'ailleurs, ça fait très joli quand on dit ça.